Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme vous le savez déjà par le titre, aujourd'hui avec vous, je vais aborder les particularités et conséquences de la violence à caractère sexuel vécue par les personnes LGBTQ au Québec. Donc, moi, pendant la présentation, je ne parlerai pas en détail des expériences de violence à caractère sexuel qu'ont vécu les participants et participantes, mais parfois, dans les citations des participants et participantes que je vais vous présenter, ça arrive qu'eux et elles vont entrer un petit peu plus en détail. Donc, je voulais juste vous prévenir à l'avance que certaines parties de la présentation peuvent être plus difficiles à entendre. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais commencer par brièvement aborder le contexte de la violence à caractère sexuel au Québec et au Canada. Puis ensuite, on va regarder la méthodologie et l'objectif de notre étude. Ensuite, on va se concentrer sur les résultats avant de discuter de ces résultats et de conclure en abordant les implications pour la pratique. Donc, brièvement, pour ce qui est du contexte et des statistiques, au Canada, plus d'un tiers des femmes seraient victimes d'agressions sexuelles au moins une fois dans leur vie. Puis pour les hommes, cette prévalence s'élèverait à 9 Et chez les victimes de violences à caractère sexuel, les membres de la communauté LGBTQ seraient surreprésentés. Donc, les personnes LGBTQ risquent davantage d'être victimes de violences à caractère sexuel, en particulier le non-respect des normes binaires de genre et la divulgation d'une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle sont des facteurs de risque de victimisation sexuelle. De plus, il existe aussi des mythes sur la violence à caractère sexuel qui s'inscrivent dans des discours homophobes et transphobes selon lesquels les personnes LGBTQ sont déviantes et méritent donc d'être victimes de violences à caractère sexuel. Et puis, les conséquences physiques et émotionnelles résultant de cette violence sont nombreuses, elles sont graves et elles peuvent durer longtemps. Et lorsqu'il s'agit plus spécifiquement des membres de la communauté LGBTQ, ces conséquences-là peuvent être exacerbées par le fait qu'il existe peu de ressources de soutien adaptées. Puis on va d'ailleurs revenir sur tous ces éléments que je viens de mentionner dans la discussion. Donc, la présentation d'aujourd'hui se base sur les données du volet qualitatif du projet de recherche Sa vie LGBTQ. Donc, dans le cadre des entrevues semi-dirigées, on a demandé à 137 participants et participantes de reconstituer leur parcours de vie par rapport à leur famille, à leur travail, à leurs réseaux sociaux et leur identité. Donc, il n'y avait vraiment aucune question qui portait sur des expériences de violence à caractère sexuel, mais pourtant, il y a 13 participants et participantes qui nous en ont parlé en détail. On s'est donc dit qu'il serait pertinent de se pencher plus en profondeur là-dessus afin de comprendre les particularités de ce vécu. On a donc réalisé une analyse thématique portant spécifiquement sur ces expériences de violence à caractère sexuel qui avaient été partagées avec nous. Donc, maintenant, si on regarde nos résultats, le premier élément qui a émergé de notre analyse, c'est que l'agression a une influence sur le parcours romantique et sexuel des victimes de violences à caractère sexuel. Donc, plusieurs participants et participantes ont questionné leur identité suite à l'agression, particulièrement lorsque l'agression a lieu pendant la période de découverte de sa sexualité. Donc, suite à une agression sexuelle perpétrée par un homme, il y a plusieurs participantes sexuelles qui rapportent s'être questionnées quant à leur attirance pour les hommes. Donc, elles affirment s'être demandé si elles n'étaient pas lesbiennes ou bien si c'était tout simplement pas plus simple d'ignorer leur attirance pour les hommes et d'entrer seulement en relation avec des femmes. Puis d'ailleurs, le fait de ne pas avoir apprécié une relation sexuelle non consensuelle avec un homme a poussé Nicolas, un homme cisgay de 36 ans, à se demander s'il n'aimait tout simplement pas avoir de relations sexuelles avec des hommes, puisque cette agression fut sa toute première relation sexuelle avec un homme. Donc, Nicolas nous dit « Moi, à cet âge-là, je ne savais pas si j'aimais mieux les gars ou les filles, parce qu'à l'école, on ne voit pas c'est quoi l'homosexualité. On ne comprend pas ça. On ne nous explique pas c'est quoi. Puis quand ça s'est passé, tu te poses la question. OK, mais je n'ai pas vraiment aimé ce qu'il m'a fait. Mais est-ce que j'aime vraiment les gars? J'aime mieux les filles.
Donc, tu te poses encore plus de questions et tu ne sais pas trop. Ça vient que tu te questionnes encore plus. Déjà, à cet âge-là, tu te questionnes un peu sur ton orientation sexuelle, mais là, tu as eu la chance de peut-être te découvrir et tu as un peu repoussé ça et tu te dis, peut-être finalement, je ne suis pas gay. Et tu te dis, mais j'aime pas les filles. Donc, c'est vraiment beaucoup de questionnements, c'est beaucoup de choses. Tu as la tête qui tourne, ton estime de soi est par terre et c'est comme ça pendant des années. Concernant l'identité de genre, certaines personnes qui ont participé à notre étude expriment vouloir enrayer leur féminité afin d'éviter les schémas relationnels hétérocentrés qui dictent que l'homme doit être en contrôle et que la femme doit se soumettre à lui. Donc, à cet effet, mais une personne queer non-binaire de 23 ans nous explique. Côté identité de genre, je dirais que mon agression, ça a beaucoup influencé ma relation avec les hommes. Et je trouve que dans tout ce qui est relations sexuelles et relations romantiques, ça m'a fait me dire que j'ai pas envie d'être la fille dans la relation. Ouais, j'ai l'impression que je me sens plus genrée au féminin quand je suis dans des interactions avec des gars. Il y a des situations où j'avais l'impression de fuir de possibles relations amoureuses avec des gars parce que j'ai vraiment peur de tomber dans un pattern très hétéronormé où c'est plus le gars qui prend le contrôle et qui lead dans les débuts de relation. Et ça, ça ne me tentait pas du tout. Sinon, le deuxième élément qui est ressorti de notre analyse, c'est que l'agression est parfois motivée par l'identité des victimes. Donc, plusieurs participants et participantes de notre étude soulèvent que leur agresseur a utilisé leur identité afin de justifier leur agression. Leur différence et marginalité a donc servi d'excuse aux agresseurs. Puis, en raison du lien établi par l'agresseur entre l'agression et l'identité des victimes, il y a certaines personnes qui ont l'impression d'avoir mérité ce qui leur est arrivé en raison de leur identité. Donc, en effet, il y a plusieurs participants et participantes qui rapportent avoir l'impression que l'agression était de leur faute. Donc, à cet effet, Loulou, une personne pansexuelle et non-binaire de 45 ans, nous explique. Pendant qu'il faisait ça, moi, c'est sûr que je lui ai dit d'arrêter. Ça n'avait aucun sens. Lui, ce qu'il m'a répondu, c'est que j'étais un monstre et que c'était pas grave, qu'on me faisait ça parce que c'était pour me faire comprendre que j'étais un gars, que j'étais pas une fille, que le fait de penser comme ça faisait de moi un monstre. Donc, c'était pas grave s'il me violait parce que tu peux pas faire mal à quelqu'un qui est un genre de monstre. Je me sentais extrêmement honteuse parce que je sentais que c'était de ma faute à moi à cause de comment j'étais. C'est ça que je méritais un peu. Puis ces participants et participantes ont ensuite dû désapprendre ces notions de culpabilité afin de comprendre que leur différence, leur marginalité ne rendait pas du tout justifiable la violence vécue. Notamment, l'agression a parfois influencé le parcours de transition de certaines participantes trans, se sentant monstrueux ou monstrueuses après l'agression, et elles ont retardé leur transition parfois afin de se sentir normales et comme une bonne personne. Puis bien entendu, ici, j'utilise de très, très, très gros guillemets. Aussi, dans le cadre de notre recherche, on a constaté que certaines particularités de l'appartenance à la communauté LGBTQ compliquent le processus de dénonciation et de recherche d'aide pour les personnes survivantes de violences à caractère sexuel, notamment les stéréotypes attachés aux agressions sexuelles et l'hétéronormativité. Puis d'ailleurs, Samuel, un homme cis-gay de 20 ans, nous explique la honte qui rentre là-dedans. En plus, il s'agit de deux gars dans l'histoire. C'est pas comme si j'étais une petite fille et que c'était un petit gars qui me fait ça. Souvent, c'est moins honteux parce que c'est la normalité des choses. Mais là, c'est le contraire. Ça se passe entre deux gars. Et lui est un petit peu plus vieux que moi. Et il est hétéro à 100%. Donc, la famille, après ça, quand tu le dis, ils ne croient pas. Ils disent que je suis un menteur parce que c'est impossible que cela soit passé. Parce que bien sûr, il va le nier. Et moi aussi, à sa place, je l'aurais nié. Je ne l'aurais pas avoué. On a aussi remarqué que les services et les ressources pour victimes de violences à caractère sexuel ne sont pas adaptés aux membres de la communauté LGBTQ. Donc, notamment, la violence entre femmes est mal connue et les services sont pratiquement inexistants. Donc, à cet effet, Madeleine, une femme cis bisexuelle de 31 ans, nous explique. La violence conjugale dans les couples lesbiens, je trouve que c'est vraiment pas connu. Et je trouve que souvent, quand les groupes féministes parlent de violence conjugale, ils ne veulent pas parler de ça parce qu'ils disent qu'on est une minorité et que ça n'arrive pas si souvent que ça. Et ça fait en sorte que, mais ça va donner des munitions masculinistes, comme quoi que les femmes aussi peuvent être violentes. OK,
Donc, nous, on devrait juste crever dans notre trou parce que vous ne voulez pas nuire à votre image de féministe qui pense que c'est juste les dudes qui peuvent être violents. Puis, ce manque de connaissances-là et cette banalisation, surtout de la violence entre femmes, font en sorte que même des femmes lesbiennes ou bisexuelles ont parfois de la difficulté à identifier lorsqu'elles sont victimes de violences. De plus, les stéréotypes présents dans certains organismes d'aide aux victimes de violences à caractère sexuel, voulant que les hommes soient les perpétrateurs de la violence et les femmes victimes de cette violence, rendent plus difficile la recherche d'aide et de soutien pour les victimes LGBTQ. D'ailleurs, le processus de guérison et de reconstruction post-agression peut être entravé par le fait de ne pas pouvoir parler ouvertement de son identité de genre. Puis à cet effet, May, une personne queer non-binaire de 23 ans, nous explique. Je trouve que dans tout le processus de croissance post-traumatique, de réaffirmation de soi et tout ça, je ne fais pas mentionner le fait que je ne me sens pas femme en toutes circonstances. Puis je me suis fait dire par une intervenante, il faut que tu reprennes confiance à la femme en toi, que tu reprennes du pouvoir sur ta vie. Mais je suis là et je suis comme, mais c'est pas juste une question de femme. Et j'avais l'impression que dans le processus de croissance personnelle, c'est comme si ça omettait un aspect qui, pour moi, ne découlait pas directement de l'agression, mais ça faisait partie de ma construction identitaire. Ça continue d'en faire partie. Donc, avant de conclure, puis de se concentrer plus en détail sur les implications de ces résultats pour la pratique, j'aimerais souligner que ce que nos participants et participantes nous ont partagé résonne avec la littérature sur le sujet de la violence à caractère sexuel vécue par les membres de la communauté LGBTQ au Québec. Donc, tout comme on l'a abordé, la violence à caractère sexuel peut avoir une influence sur le parcours romantique et sexuel des personnes survivantes LGBTQ. Puis, il s'agit d'un constat qui a aussi été fait par Doré et ses collègues au Québec. Les participants et participantes de notre étude mentionnent aussi que l'agression peut être motivée par leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Donc, notamment, elle explique que leur différence a servi de justification à l'agression. Puis, dans le même ordre d'idée, Paquette et ses collègues rapportent que l'identité des victimes LGBTQ peut être utilisée pour tenter de justifier la violence à caractère sexuel subie ou jouer un rôle déterminant dans les événements, comme par exemple en étant un déclencheur de la violence subie. Puis, à cet effet, il y a d'autres recherches qui ont constaté que l'homophobie et la biphobie peuvent être utilisées pour justifier la violence à caractère sexuel, notamment le mythe voulant que les femmes lesbiennes aient besoin qu'un homme leur montre ce qu'est le réel sexe, des stéréotypes voulant que les hommes, surtout les hommes gays, recherchent constamment à avoir des relations sexuelles, sont aussi mobilisés pour justifier des agressions. Puis c'est aussi le cas pour les femmes bisexuelles qui sont perçues comme ayant une sexualité débridée et comme étant non digne de confiance. Concernant les personnes trans, la fétichisation ou la désexualisation de leur corps est associée à des idées voulant que ces dernières doivent être reconnaissantes d'avoir n'importe quel type de relation sexuelle. Nos résultats semblent aussi confirmer que le processus de dénonciation et de recherche d'aide suite à l'agression est plus complexe pour les personnes LGBTQ. Donc, tout comme la littérature l'a déjà démontré, les personnes LGBTQ sont réticentes à aller consulter les ressources d'aide aux victimes en raison du manque de services adaptés et de l'offre actuelle de services hétéronormatifs. D'ailleurs, les intervenants et intervenantes venant en aide aux victimes de violences à caractère sexuel seraient d'ailleurs d'avis que ces craintes des personnes LGBTQ de demander de l'aide en raison de ces présupposés hétérosexistes et cissexistes est justifiée. Donc, les intervenants et intervenantes reconnaissent la difficulté pour les personnes LGBTQ de parler de leur expérience de violence à caractère sexuel et surtout que celle-ci soit reconnue comme étant légitime, notamment par les corps policiers, en raison des stéréotypes et des mythes limitant la violence à caractère sexuel à une pénétration forcée d'une femme de la part d'un homme, particulièrement ces représentations invalident l'expérience des femmes lesbiennes et bisexuelles étant victimes de violences de la part d'une autre femme. D'ailleurs, comme on l'a vu dans la présentation, les femmes lesbiennes et bisexuelles ont parfois de la difficulté à identifier la violence qu'elles ont vécue parce qu'il y a très peu de référents pour les aider à l'identifier.
Donc, en conclusion, les résultats de notre recherche démontrent qu'il est important d'adapter les services offerts aux personnes survivantes de violences à caractère sexuel aux réalités des personnes LGBTQ et d'offrir une éducation sexuelle qui tient compte de ces réalités. En effet, la démarche de dénonciation et de demande d'aide suite à une agression à caractère sexuel est plus complexe pour les personnes LGBTQ, puis le manque de services adéquats a des conséquences négatives sur le processus de guérison des personnes survivantes LGBTQ qui ne reçoivent pas des services leur permettant d'être pleinement eux et elles-mêmes. Or, les personnes survivantes ne devraient pas avoir à cacher leur identité pour bénéficier de services de qualité. De plus, il est aussi essentiel non seulement de faciliter le processus de signalement et de recherche d'aide pour les personnes survivantes LGBTQ, mais aussi d'agir au niveau de la prévention. Donc, comme on l'a vu dans la présentation, les agresseurs peuvent parfois se sentir justifiés d'agresser une femme lesbienne ou bisexuelle, puisque les relations entre femmes sont considérées comme moindres, ou d'agresser des hommes gays ou des personnes bisexuelles ou trans en raison de leur hypersexualisation ou fétichisation, ou parfois même pour les remettre sur la bonne voie. Donc, ces résultats soulignent vraiment l'importance d'une éducation sexuelle qui inclut la diversité sexuelle et de genre, démystifier les réalités des personnes LGBTQ et déconstruire les stéréotypes entourant les violences à caractère sexuel est essentiel si l'on veut pouvoir prévenir la victimisation sexuelle des membres de la communauté LGBTQ. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre présence et votre attention.